Le podcast Recruter demain, c'est l'envers du décor du recrutement. Ce que personne ne vous dit, mais que vous vivez tous les jours. Des décisions de dirigeants, des erreurs qui coûtent des mois, des méthodes concrètes pour recruter. Si vous voulez arrêter de recruter à l'aveugle et reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Eagle Rocket, votre partenaire pour vos recrutements de demain. On va poser sur la table un sujet qui remonte, je pense, dans absolument tous les comités de direction en ce moment. Ah oui, partout. C'est une phrase très simple, presque un soupir de résignation. On n'arrive plus à recruter. C'est ça. Les processus s'allongent, on passe des mois et des mois sur un seul poste, et les meilleurs candidats, ceux qu'on pensait avoir verrouillés, ils disparaissent la veille de la signature. Il s'évapore. Résultat, les postes restent vacants, et c'est la croissance de l'entreprise qui freine. C'est un sentiment d'impuissance qui est devenu la norme. Et face à ça, le réflexe est presque pavlovien. On cherche un coupable. Exactement. Et toujours à l'extérieur. Le premier accusé, c'est le marché. On parle de guerre des talents, de pénurie, des attentes démesurées des candidats. De la concurrence qui surenchérit. Voilà. C'est une explication qui est très confortable en fait. Elle déplace complètement la responsabilité. Confortable parce que si c'est la faute du marché, au fond, on n'y peut rien. On attend que ça passe. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne analyse? Est-ce qu'on n'est pas en train de regarder dans la mauvaise direction? C'est précisément le sujet. Le marché, bien sûr, c'est un facteur. Il agit comme un amplificateur. Un marché tendu, il ne fait que rendre plus visible et surtout plus coûteuse des faiblesses qui étaient déjà là. Qui était déjà en interne. En interne, exactement. Dans la grande majorité des cas qu'on observe, le problème, ce n'est pas le marché. Le problème, il est dans le miroir. C'est un point de vue assez tranchant. Alors si le problème vient de nous, commençons par déconstruire les idées reçues. La première, celle qu'on entend absolument partout, il n'y a pas assez de bons candidats qualifiés. C'est le mythe fondateur de l'échec en recrutement. La réalité, elle est bien plus cruelle. Ce ne sont pas les candidats qui manquent, ce sont les processus qui sont devenus des filtres à décourager les meilleurs. Comment ça? On a construit, sans même s'en rendre compte, de véritables parcours du combattant. Un bon candidat, par définition, il a le choix. Il ne va pas s'infliger un processus long, opaque, déshumanisé. Il n'en a tout simplement pas besoin. Donc seuls les plus désespérés vont jusqu'au bout. C'est un peu ça. Du coup, on ne filtre pas les moins bons, on filtre les meilleurs. C'est-à-dire que nos propres systèmes de recrutement sélectionnent à l'envers. Exactement. Il suffit de faire l'expérience soi-même. On voit des parcours de candidature en ligne. 12 clics avant de pouvoir charger son CV. 12. Ah oui, c'est énorme. Des formulaires qui vous obligent à créer un compte avec un mot de passe dont vous ne vous souviendrez jamais, pour ensuite vous demander de ressaisir à la main toutes les infos du CV que vous venez de joindre. Chaque clic inutile est une porte de sortie. Ce qui est fou, c'est que beaucoup d'entreprises pensent avoir bien fait. Elles disent « nous, on a tout digitalisé, on est moderne ». C'est même la fausse évidence la plus dangereuse. La digitalisation, telle qu'elle a été faite, a souvent été pensée pour le confort de l'entreprise, pas pour l'expérience du candidat. On a mis en place des outils. Les fameux ATS, les logiciels de suivi, ils agissent comme des boîtes noires. Le candidat envoie son CV dans un trou noir, et le plus souvent, il n'a plus jamais de nouvelles. Mais l'intelligence artificielle dans tout ça, elle n'est pas censée rendre les choses plus objectives, éliminer les biais? C'était la promesse marketing. La réalité opérationnelle est tout autre. Un outil, ce n'est que le reflet des données avec lesquelles on la nourrit. C'est-à-dire? Si vous demandez à une IA d'analyser vos 10 dernières années de recrutement de directeurs commerciaux et que 95% étaient des hommes de plus de 40 ans sortis de la même école, L'algorithme va apprendre que c'est ça, le bon profil? voilà, il va donc systématiquement écarter des profils différents, peut-être plus performants, mais qui ne rentrent pas dans le moule du passé. La technologie, en fait, ne fait qu'amplifier les biais existants. Elle cimente les erreurs d'hier. D'accord. Donc si ce n'est ni le marché, ni le manque de candidats, il faut aller chercher les causes en interne. Où est le vrai blocage? La première cause, la plus difficile à voir de l'intérieur, c'est un décalage de perception. Abyssal. L'entreprise évalue son recrutement sur ses intentions. Le candidat, lui, l'évalue sur son expérience vécue. Et les deux n'ont rien à voir. Rien. Comment est-ce possible d'être à ce point déconnecté de la réalité de ce qu'on fait vivre aux gens? Parce qu'on mesure le processus, on ne mesure pas l'expérience. L'exemple le plus flagrant, c'est l'accueil, l'onboarding. On a vu une entreprise s'auto-évaluer à 9 sur 10. Pas mal. Sur le papier. Dans leur checklist, tout était coché. Le kit de bienvenue commandé, le déjeuner d'équipe prévu, l'intention était parfaite. Sauf que les nouvelles recrues, elles, ont mis une note de 2 sur 10. 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le réel. Le jour J, la personne à l'accueil n'était pas au courant. Le manager, en réunion, injoignable. Le badge de sécurité, non signé. Pas prêt.
L'ordinateur était là, mais sans les bons accès. Et le kit de bienvenue? Arrivé 3 jours plus tard par courrier. L'expérience vécue, c'est celle de l'abandon. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'exécution, de détail. Au fond, de considération. D'accord. L'entreprise pense processus, le candidat ressent relation. C'est exactement ça. Ce décalage mène logiquement à une deuxième cause. Si l'expérience est si mauvaise, c'est peut-être que le processus, à la base, n'a jamais été pensé pour le candidat. On touche au cœur du sujet. Le recrutement est encore structuré comme une fonction administrative. Pour l'entreprise, il est conçu pour filtrer, pour trier, pour se protéger, pas pour séduire. Comment on peut visualiser ça? On peut utiliser une analogie assez simple. La pyramide de Maslow du candidat. Intéressant. Comment elle se structure, cette pyramide? Comme toute pyramide, elle repose sur une base. Les besoins fondamentaux, non négociables. Le salaire, j'imagine? La rémunération, oui, mais aussi la flexibilité, le télétravail, les horaires et la considération. Un processus clair, rapide, respectueux. Si cette base n'est pas solide, rien ne tient. Et au-dessus? Juste au-dessus, les missions du poste, le travail au quotidien. Et tout en haut, au sommet, on trouve l'impact, la raison d'être de l'entreprise, ses valeurs. Et j'imagine que la plupart des entreprises communiquent en commençant par le sommet. Exactement, elles font tout à l'envers. Toute la marque employeur est axée sur les valeurs, la mission pour changer le monde. Les superbes locaux, le baby-foot. Voilà, mais quand le candidat pose des questions sur la base, le salaire, selon profil, le télétravail, on verra plus tard, c'est un mur de brouillard. Un bon candidat ne s'engagera jamais dans un processus où les fondamentaux de sa vie sont flous. Il n'a pas le temps pour ça. On parle beaucoup des processus, des outils, mais tout ça est piloté par des humains. J'ai l'impression qu'on arrive au point le plus sensible, l'alignement en interne et surtout le rôle des managers. C'est le point de rupture systématique. Le recrutement est encore trop souvent vu comme l'affaire des RH. Uniquement. C'est une erreur stratégique. Les RH peuvent être les meilleurs du monde pour attirer des talents. Mais le processus se brise au moment le plus critique. Le passage de relais au manager? C'est là que tout casse. Quels sont les points de friction concrets à ce moment-là? Le premier, c'est le temps. Des managers qui mettent 3 semaines à faire un retour sur un CV. 3 semaines? C'est une éternité. Le bon candidat est déjà parti. Le deuxième, c'est la qualité du feedback. On a des retours vagues, du type « je ne le sens pas ». Il n'a pas le bon fit. Ça ne veut rien dire. Un recruteur a besoin de faits. Et le troisième point, c'est la posture en entretien. Trop de managers sont encore en mode interrogatoire, alors qu'un entretien, c'est une vente mutuelle. Ils n'ont pas lu le CV, ne savent pas présenter le poste. Et ils ne cherchent pas à créer une connexion. Le meilleur processus RH ne peut pas survivre à ce maillon faible. C'est un tableau assez sombre, mais qui sonne très juste. Face à ça, quel est le changement de fond à opérer? Par où on commence? Le point des départs, ce n'est pas un outil. C'est un changement radical de posture. Il faut arrêter de penser comme un administrateur qui gère des dossiers et commencer à penser comme un marketeur. Un marketeur qui cherche à acquérir un client. Exactement. Le candidat n'est pas un demandeur, c'est un client, et un client très courtisé. Penser comme un marketeur concrètement. Pour le recrutement, ça signifie quoi? Ça signifie que chaque interaction est un point de contact. L'annonce, l'email de confirmation, l'entretien, l'email de refus, tout construit ou détruit votre marque. Il faut cartographier l'intégralité du parcours comme un tunnel de conversion pour voir où on perd les gens. D'accord, le changement de posture est clair. Mais par quoi on commence, concrètement, lundi matin, pour avoir un électrochoc? Il y a une action d'une simplicité redoutable. C'est de postuler soi-même, anonymement, à l'une de ses propres offres. Ah. De vivre de l'intérieur le parcours qu'on impose aux autres. Chronométrer le temps, compter les clics, attendre de voir en combien de jours on a une réponse, si on en a une. C'est une expérience souvent humiliante, mais toujours salutaire. C'est le test ultime de la réalité. Et au-delà de ça, comment on organise l'écoute pour que ce soit durable? Il faut la systématiser. La première source, ce sont les nouvelles recrues. Il faut leur parler 1 ou 2 semaines après leur arrivée, quand leur mémoire de candidat est encore fraîche. Dans une vraie conversation, pas un questionnaire en ligne. Surtout pas. Qu'est-ce qui a failli vous faire abandonner? Quel interlocuteur a fait la différence? Qu'est-ce que vous diriez à un ami qui hésite à postuler? Il y a sans doute une autre source d'information, encore plus directe. La plus précieuse de toutes, ceux qui partent. Il faut absolument mener de vrais entretiens de départ. Les collaborateurs sur le départ n'ont plus rien à gagner ni à perdre. Leur parole est libre.
Et ils détiennent la vérité non filtrée. Ils vous diront tous sur l'écart entre les promesses et la réalité, sur les vraies raisons qui poussent les talents à partir. Ignorer cette source, c'est choisir de rester aveugle à ces problèmes les plus critiques. Quand avez-vous, pour la dernière fois, postulé à l'une de vos propres offres d'emploi pour vivre exactement ce que vivent vos candidats?